Nous sommes en 2477. Il y a plus de 400 ans, une météorite prénommée Exorbic a percuté la Terre. Sa taille hors norme a provoqué un impact sans précédent. Depuis, tout a changé. Louison, 7 ans, joue avec ses deux meilleurs amis, Alix et Andrea, dans la forêt enchantée. À la tombée de la nuit, les milliers de lucioles qui l'habitent lui donnent en effet un caractère féerique, magique. Les fillettes ne ratent jamais ce spectacle. Elles se prennent pour des fées, virevoltant, agitant leurs bras de bas en haut et courant dans tous les sens pour suivre le rythme cadencé de ces petits points lumineux. Louison s'arrête net, elle a percuté quelque chose. Elle repousse le feuillage et aperçoit un métal gris qui brille de 1000 feux au contact de la pleine lune. Louison lève la tête vers le ciel et semble discerner dans la pénombre un grand mur métallique recouvert de lierre. Elle se met alors à courir autour, mais quelques centaines de mètres plus tard, le mur n'en finit toujours pas. Intriguée, elle repart en vitesse prévenir ses amis. Cela fait des années qu'elle joue dans cette forêt et c'est la première fois qu'elle voit cela. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette curieuse nouvelle se répande comme une traînée de poudre dans tout le village. Les habitants, inquiets, se munissent d'équipements pour grimper, puis de protection et armes pour se défendre s'il le faut. La forêt, d'ordinaire si calme, se retrouve désormais remplie d'une foule prête à en découdre. D'un pas ferme et décidé, les habitants arrivent à proximité de ce mur de métal. À l'aide de pioches, de crochets et de cordes, les plus téméraires d'entre eux s'agrippent et se hissent vers le sommet. Louison regarde cette ascension, ébahie. Ils sont montés tellement haut qu'elle peine maintenant à les distinguer. Le silence est transpercé par des coups de pioche de plus en plus sourds. À leur retour, les grimpeurs reviennent bredouilles. Ils expliquent au reste du village qu'ils sont bien arrivés au sommet, mais qu'il s'agit en fait d'une sphère métallique et non d'un mur. Et impossible de percer cette paroi. Un habitant se met à crier à quelques mètres de là. La foule court immédiatement à sa rencontre. Il a découvert un écriteau gravé sur la façade où il est inscrit « Ce dôme s'ouvrira automatiquement à l'aube du 24 septembre 2500 ». Les habitants s'affolent. Un dôme, mais que se cache-t-il derrière ? 23 ans à patienter ? Les rumeurs vont bon train. Il s'imagine le pire. Il compte bien se préparer à cette ouverture. Un appel à l'aide immense est lancé dans tous les environs, à la recherche de futures forces de l'ordre, médecins, scientifiques et volontaires pour faire face le moment venu à ce qui se cache derrière ce dôme. Louison et Alix, passionnés d'aventure, souhaitent évidemment faire partie de cette expédition hors du commun. Depuis toute petite, elles fouillent la forêt à la recherche de vestiges du passé, datant de l'ancienne époque, avant le passage de la météorite Exorbic. Et elles ont déjà amassé une petite collection d'objets insolites, tous précieusement nettoyés, puis entreposés dans leur cabane, perchée en haut des arbres. Le trésor préféré d'Alix est un grand bol en fer jaune, avec 2 anses rouillées qui ne servent à rien, car il est percé de tout un tas de petits trous réguliers. Elle l'utilise donc comme casque lorsqu'elle joue à la chef de clan avec ses 2 meilleures amies. Louison, elle, est obnubilée par la découverte de dizaines d'ossements de ceux qui semblent être de petits volatiles. Toutes deux rêvent de transformer leur passion en métier. Alix, qui a une préférence pour les objets du passé, souhaite devenir archéologue. Louison, fascinée par les êtres vivants, rêve plutôt de devenir paléontologue. Andrea, quant à elle, se plaît à rester en dehors de toute cette agitation. Elle deviendra interprète forestière comme ses ancêtres avant elle. Ils sont devenus incollables sur les besoins et les émotions des arbres qui habitent paisiblement cette forêt. La semaine passée, elle a d'ailleurs réussi à détecter le pourrissement de quelques arbres uniquement à l'aide de son odorat surdéveloppé. Les fillettes se regardent d'un air songeur. Elles auront 30 ans lors de l'ouverture du dôme. 23 années se sont écoulées.
Il est 5 heures du matin, le village est encore plongé dans la pénombre. Louison, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, fait les 100 pas dans sa chambre. Son cœur bat la chamade. Malgré ses nombreuses années d'études et les entraînements intensifs imposés pour se parer à toute éventualité, elle ne se sent pas suffisamment préparée. Et si ce dôme renfermait un gaz toxique visant à nous exterminer ? Un regroupement d'animaux féroces et affamés. Des humains prêts à nous massacrer. L'appel sonne enfin le rassemblement. Il est temps d'enfiler la combinaison. Elle a été conçue pour résister au plus grand nombre de menaces possibles. Ça pèse 1 tonne. Louison sort de chez elle. La douceur de l'air ambiant tranche avec ses sueurs froides. Elle rejoint ses coéquipiers de sorte à former une immense ligne de front. Ils sont plus d'1 millier à avoir accepté de rejoindre cette aventure. Alix est bien là, aux côtés des autres chercheurs scientifiques. Leur combinaison jaune les distingue du reste. Les forces de l'ordre sont en bleu et les médecins en rouge pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Un véritable arc-en-ciel se forme ainsi sous les yeux rougis des autres villageois. Louison croise le regard d'Andrea, qui s'est assise sur un banc à quelques mètres de là. Elle qui voulait être forte pour ses 2 amis, ne parvient finalement pas à retenir ses larmes. Leur amitié n'a jamais faibli au fil des années, bien au contraire. Malgré les centaines de répétitions, cette sonnerie paraît retentir pour la première fois. Les forces de l'ordre sont les premières à se mettre en mouvement, suivies des médecins, puis enfin des chercheurs. Louison et Alix emboîtent le pas. Les volontaires encerclent désormais le dôme. Ils attendent patiemment son ouverture. 30 minutes plus tard, toujours rien. Lorsque les premiers rayons de soleil transpercent la forêt et frappent la paroi métallique, des légers tremblements de terre se font sentir. La face du dôme contenant l'écriteau recule légèrement, puis se rabat de manière latérale, créant ainsi une ouverture d'environ 2 mètres entre les 2 mondes. Louison se met sur ses pieds pour ne rien rater du spectacle, mais les forces de l'ordre en première ligne cachent la vue. Le signal est lancé. Les forces de l'ordre se faufilent à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le chef d'équipe fait signe aux médecins et chercheurs de s'insérer. Lorsqu'elle pénètre à l'intérieur, Louison est frappée par la chaleur qui s'y renferme. L'endroit est aussi lumineux qu'à l'extérieur, mais tout est différent. Le sol est dur et noir. Il y a des grands blocs beiges, gris et blancs, de tailles différentes à perte de vue. Il n'y a pas l'ombre d'une âme qui vive, c'est le désert absolu. Alix donne soudain un petit coup d'épaule à Louison pour qu'elle regarde sur sa gauche. Elle pointe du doigt un pic en ferraille de plusieurs centaines de mètres de haut, dressé à quelques encablures d'ici. Les troupes continuent leur exploration et s'engagent désormais sur un chemin bordé de platanes. Louison esquisse un sourire à la vue de ces repères si familiers. Ce sont ses arbres préférés. À proximité de l'un d'entre eux, elle déchante immédiatement. Il est emprisonné dans un minuscule carré de terre, bordé d'une pierre grisâtre. Louison et Alix se regardent d'un air soucieux. Elle savait que le monde, avant le passage de cette météorite, était différent, mais pas autant. Comme elle avait tout détruit sur son passage, il ne restait plus que les rumeurs d'un temps passé. Des souvenirs certainement écorchés par les générations de bouches qui les ont prononcés. Moins d'1 heure de marche plus tard, les troupes tombent sur de nouvelles curiosités. Une gigantesque pyramide transparente trône sur une grande place. Elle est suivie d'une mini-réplique au moins 20 fois plus petite. Tous se dirigent lentement vers elle. Après avoir inspecté les lieux, les forces de l'ordre indiquent aux autres qu'il n'y a aucun danger et qu'ils peuvent maintenant s'approcher. Louison pose sa main sur un des vitraux particulièrement frais. Elle a le sentiment que ce lieu est chargé d'histoire. Elle aimerait rester pour l'explorer, mais le groupe est déjà parti. Ils arrivent ensuite à proximité d'une immense coupole en bois qui surplombe des blocs d'un nouveau genre.
On peut y voir des objets exposés à l'intérieur. L'attention de Louison s'arrête sur l'un d'entre eux. Sans savoir pourquoi, elle se met à saliver. Ces petites formes de toutes les couleurs lui donnent envie de croquer dedans. Perdue dans ses pensées, elle se met à rêver d'une vie qu'elle n'a jamais connue. À quoi ressemblaient les gens d'ici ? Que faisaient-ils de leur journée ? Pourquoi y avait-il tant de blocs blancs, beiges et gris, et si peu d'arbres, de fleurs et d'animaux ? Pourquoi enfermaient-ils les arbres, ces joyaux de la nature ? Des éclats de voix d'enfants mettent fin à ces rêveries. Les forces de l'ordre s'attroupent immédiatement autour de 3 petits individus, aussi intrigués que paniqués par la vue de cette masse armée et colorée qui les entoure. Ne souhaitant pas les effrayer davantage, le chef des armées demanda à ses forces de baisser leurs armes. Il se pencha à leur hauteur pour établir un premier contact. Après plusieurs tentatives infructueuses, les enfants finissent par lâcher quelques mots. Ils parlent la même langue qu'eux. Le chef leur explique alors qu'ils viennent de l'autre monde, qu'ils ont pu s'infiltrer dans le dôme grâce à l'ouverture et qu'ils n'ont rien à craindre. Moins inquiets, les enfants respectivement âgés de 5, 8 et 11 ans se livrent enfin. Leurs ancêtres, de riches hommes et femmes d'affaires, ont créé un bunker géant en plein cœur de Paris à l'approche de la météorite. Ayant fait fortune dans les nouvelles technologies, ils ont naturellement conçu leur refuge hors norme avec les dernières innovations de l'époque. Ce dôme est ainsi capable de reproduire l'intelligence de la nature à s'y méprendre. Grâce à cette ruse, une centaine de Français a été épargnée. Ces derniers ont tenté d'emporter avec eux le plus de trésors possible. Des centaines d'animaux de toutes les espèces, des végétaux, des œuvres d'art, des livres. Louison et Alix restent bouche bée. Elles croient rêver. Soudain, une nouvelle voix plus nasillarde retentit dans l'enceinte. Aidé de sa canne, un vieil homme s'approche de l'attroupement. Arrivé au niveau des enfants, il pose sa main sur le plus jeune, comme pour le protéger, puis ajoute que ne sachant pas dans quel état serait laissée la planète Terre après son passage, leurs ancêtres avaient tout prévu pour vivre en autosuffisance pendant plus de 400 ans. Il fait signe aux autres membres de la tribu, restés tapis dans l'ombre, de le rejoindre. Des dizaines de personnes font ainsi timidement leur apparition. Louison les regarde intriguée. Ils n'ont rien à voir avec les portraits terrifiants qu'elle s'était imaginés avant l'ouverture du dôme. Ils se ressemblent même plutôt beaucoup. La même taille, les mêmes carrures, les mêmes cheveux. À la différence près qu'ils sont vêtus très bizarrement. Leur parure, visiblement trop légère, ne leur serait pas d'une grande utilité dans son monde. Après de brèves présentations, le chef de l'armée les invite à sortir d'ici pour rejoindre le vrai monde. Au moment du grand départ, un des enfants s'approche de Louison et lui offre ce qu'il appelle un bonbon, comme ceux qu'elle contemplait quelques instants plus tôt. Elle fut stupéfaite par son goût et sa texture étonnant, jusqu'alors inconnue. Les rescapés se trouvent à quelques mètres de l'ouverture et sont terrifiés à l'idée de s'aventurer à l'extérieur. Toute leur vie, ils l'ont passée ici, dans ce dôme. À mesure qu'ils franchissent la frontière entre les deux mondes, l'air frais remplit douloureusement leurs poumons. Après quelques bouffées pénibles, tous ont l'air de finalement s'acclimater. L'une des femmes du dôme explique au chef de l'armée qu'ils sont agréablement surpris, car avant l'impact de la météorite, le monde faisait face à un réchauffement climatique d'une ampleur inédite. La température avoisinait les 30 degrés en moyenne en plein mois de décembre. Une fois remis de leurs émotions, ils sont escortés jusqu'au village. Aux alentours, ils découvrent une forêt très luxuriante, des arbres de toutes les tailles et de toutes les formes à perte de vue. Sur le chemin, ils croisent une famille de cerfs. Ces derniers ne prennent pas la fuite, visiblement habitués à la présence humaine. Après quelques minutes de marche, cette épaisse jungle laisse place à des sous-bois. Le chef signale l'arrivée dans le village, puis donne un coup de trompette. Les habitants du dôme se regardent interloqués. Il n'y a pourtant rien ici, quand soudain, les villageois surgissent du sommet des arbres.
Ils se balancent de liane en liane jusqu'à atterrir sur l'herbe très verdoyante pour accueillir le glorieux retour des troupes, saines et sauves. Des centaines de cris de joie retentissent. Andrea, trop impatiente de retrouver ses amis, se met à courir en direction des silhouettes jaunes qui se trouvent en bout de cortège. Elle éclate en sanglots lorsqu'elle les aperçoit enfin. Toutes les trois se serrent tendrement dans les bras. Les 100 rescapés montent sur une petite estrade pour être présentés à la foule en délire. Ils sont acclamés comme des héros. Le calme retrouvé, les trois inséparables sont ensuite réquisitionnés pour leur faire visiter les environs. Louison et Alix sont évidemment ravis de présenter les merveilles de leur monde. Après leur séjour express dans ce dôme sans vie, elles prennent conscience de la chance qu'elles ont de vivre ici. Mais avant cela, elles leur remettent des combinaisons aérodynamiques pour naviguer facilement dans ce monde laissé à l'état naturel. Elles ont été fabriquées et améliorées en continu suite à l'observation des êtres vivants environnants. Puis, elles leur enduisent les mains d'une poudre de craie blanche pour les aider à mieux s'agripper aux lianes qui servent à rejoindre les habitations en hauteur. Le soir venu, tandis qu'Andrea apprend au nouveau à parler le langage de Gaïa, Alix et Louison partagent une discussion enflammée au sujet du dôme et de ses nombreux trésors cachés. Il paraît que Paris était un lieu très renommé et visité par les gens du monde entier. Et grâce au dôme intelligent, tout a été parfaitement préservé. Quelques jours plus tard, les chercheurs scientifiques s'apprêtent à explorer les lieux. Il s'agit de la plus grande expédition jamais entreprise. Ils vont devoir quadriller les 105 km² de terre surplombés par cet immense refuge. Louison et Alix, passionnées et expertes dans leur domaine, sont nommées pour diriger les opérations. Pour les deux amies, c'est un rêve qui se transforme enfin en réalité.